Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Semaine se terminant le 5 juillet de 2026, enregistré le 10 juillet 2026. J'améliore mon temps par rapport au précédent. Commençons par le rétexte de l'événement qui s'est passé dans la semaine précédente. C'est dans la date terminant l'enregistrement théorique. C'était Pass the Source. C'est ma première expérience à cet événement-là sur la sécurité open source. Il y a eu d'excellents speakers invités, notamment de Firefox, Mozilla Firefox, qui sont venus parler. C'est un environnement très, très intéressant, un peu la même perspective que je disais de Troopers. Les gens sont très accessibles. C'est très accessible aussi, ce type d'événement-là. C'est très intéressant. J'ai rencontré plein de gens que je connais encore une fois. Ça a été très chouette. Le social est très intéressant. Il permet justement de socialiser avec les gens qui, dans mon contexte à moi, je ne connais peu. Il y en a beaucoup qui sont très présents dans l'écosystème français, mais pour moi, ou européen. Et pour moi, c'était une première, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis d'établir des liens, ça m'a permis d'établir des liens avec les organisateurs et de faire une collaboration avec eux l'an prochain, d'améliorer la diffusion de l'information encore plus loin. Mais bref, les speakers invités étaient géniaux. J'ai eu des cas ou des gens que je connais, mais bref, tout ça est très intéressant. Ça complète ma série d'événements en Europe, essentiellement, ce qui est suivi d'une plusieurs visites de gens que je connais aussi et permet justement d'aller réaffirmer des liens très importants, je crois, pour moi, d'établir des liens avec l'espace de l'écosystème français, en l'occurrence, justement pour améliorer ma pratique, ma connaissance et établir des ponts entre les deux univers, puisqu'il faut quand même admettre que l'écosystème québécois et canadien est différent de l'écosystème français. Donc, je pense qu'il y a un bénéfice réel à rapprocher les deux, en tout cas, du moins dans ma perspective. Et donc, ça a été un peu dans cet élément dans lequel j'ai participé. C'est très chouette, c'est un peu épuisant comme voyage, mais bon, bref, très intéressant. Et ça amène au fait que je suis très en retard dans les enregistrements et diffusions, dans lesquels je suis en train de rattraper présentement depuis que je suis revenu essentiellement à la maison. Et la qualité d'enregistrement va se ramener un peu à la standard puisque j'ai de retour avec mes équipements standards. Donc, Shameless Plug, 19 septembre, B-Side de Montréal, 20-26 septembre, BroCon, Bruxelles, 13-14 novembre, DEFCON, un peu à travers le monde. Je vais participer à celui à Montréal. 16 au 19 novembre, l'Europe InCyber Week à Rennes, en France. 1er au 3 décembre, InCyber Canada à Ottawa. Et le 24-25 février 2027, le Secure revient à Québec dans les mêmes lieux que l'an dernier. Donc, c'est encore cette espèce d'ambiance très, très chouette qu'on va faire revivre. Bref, première section sur l'intelligence artificielle, puisque c'est un classique. Ça prend énormément de place encore. La première sous-section, c'est tout ce qui concerne les modèles frontières essentiellement, qui occupent beaucoup encore cette semaine, ou en tout cas la semaine c'est terminé le 5, les nouvelles, puisqu'on a les modèles frontières, notamment Mythos du côté de chez Anthropic, qui, malgré les différentes phases, sont encore potentiellement utilisables ou en jailbreakable, si on veut en quelque sorte faire des choses qui sont toxiques, mais en même temps, la plupart des plaintes que j'ai autour de moi, c'est que les modèles anthropiques sont de moins en moins intéressants pour les gens en cybersécurité parce que les guardrails viennent bloquer énormément ce qui est intéressant du fonctionnement de ces modèles-là. Donc, tranquillement, il va y avoir un mouvement, j'ai l'impression, vers d'autres choses ou une stratégie pour permettre aux chercheurs et aux gens légitimes en cybersécurité d'utiliser les modèles de façon plus facile que ça l'est actuellement parce que c'est franchement très complexe de réussir à avoir accès à un modèle déverrouillé pour les gens en cybersécurité. Mais bref, tout ça est fait. En même temps, tout ça aussi, l'effet d'avoir ramené sous le regard de l'export control les modèles frontières, notamment comme Mythos, c'est un peu ce qui se passe aussi chez les autres modèles maintenant. Aussi, on a OpenAI avec ses nouveaux systèmes GPT 5.6 qui, eux aussi, subissent un ralentissement de diffusion ou une diffusion par étage ou par phase, si on veut, pas par étage, par phase, qui vient justement dans la perspective de meilleur contrôle du gouvernement américain sur comment les modèles frontières sont rendus accessibles. Donc, l'effet d'export control va se faire ressentir encore plus. J'ai l'impression que ça va se modifier ici, évoluer avec le temps. Donc, c'est quelque chose à observer sur comment les choses vont se passer. Sinon, justement, le fait que ça a été
en quelque sorte banni ou temporairement banni ces éléments-là, ces modèles-là frontières, la Chine n'a pas tardé ou en tout cas, bref, les open disponibles en Chine, de démontrer qu'ils sont capables d'atteindre ou, si c'est pas de dépasser les modèles de ce que Meta est capable de faire, notamment GLM, qui est fort efficace en ce sens-là, semblerait, et sur la base de harness qui sont particulièrement efficaces. Et à terme, j'ai l'impression que c'est vraiment les harness qui vont faire une énorme différence sur la capacité des modèles au stade où on est rendu, où le gain est peut-être plus de ce côté-là que le modèle lui-même va arriver à des résultats. Puis c'est un peu ce qui est le résultat d'une conversation que j'ai eue avec Simon Nollet, qui va être diffusée prochainement quand que je passe à travers tout l'ensemble du backlog que j'ai d'épisodes enregistrés. Je n'enregistre beaucoup en Europe d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de contenu intéressant qui va émerger de tout ça. Mais bref, ça va sortir. Mais les harness font une énorme différence sur ça. Puis finalement, la dernière nouvelle de cette sous-section-là, c'est Anthropic partage ses façons de protéger contre le jailbreak, mais de toute apparence, de ce qui en apparence est inefficace, ou en tout cas pas suffisamment efficace encore, et va probablement amener d'autres réflexions à avoir de ce côté-là. Autre sous-section, tout ce qui est un peu plus sur comment c'est vécu le LLM, au-delà du fait qu'il y a eu une explosion de vulnérabilité qui a été trouvée autour de la diffusion de Mythos. Il reste que la recherche est une facette. Par ailleurs, les professionnels cyber sont de plus en plus sceptiques ou amers par rapport à ces modèles-là. Il faut aussi considérer que beaucoup de problèmes de cybersécurité sont plus de la configuration et qu'on n'a pas besoin de systèmes frontières comme Mythos, par exemple, ou GLM, si on veut le prendre de cet angle-là, pour casser les systèmes, puisque des fois, ou très souvent d'ailleurs, c'est la configuration de base qui est limitée. Donc, au lieu de se dépêcher à corriger les vulnérabilités, je pense qu'on revient encore sur le fait de l'hygiène de base. J'y reviens souvent d'ailleurs sur l'hygiène de base, sur le fait que c'est très, très, très important sur ce genre de choses-là. Donc, ça va sur ce genre de choses, sur cette facette-là. Les compagnies bloquent de plus en plus le vibe coding ou le rapport de vulnérabilité par du AI. Donc, ça aussi, ça commence à basculer. On a eu Curl plus tôt cet été. Godot le fait maintenant. Ou Godot, je ne sais pas comment il le prononce d'ailleurs. C'est en anglais. Donc, c'est en ce sens-là. Est-ce que la dernière nouvelle de cette section, qui est une recherche essentiellement, elle dit est-ce que les modèles frontières sont prêts pour la cybersécurité? La réalité, la réponse est essentiellement non. Et selon l'hypothèse déposée par les chercheurs, c'est le fait que la cybersécurité, de la complexité, le volume d'informations, tout ce qui est à traiter, est probablement un des bons indicateurs de niveau de maturité d'un modèle frontière essentiellement. Et à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait à cet espace-là. Fin de cette section-là. L'autre point, c'est toute la mauvaise idée qu'est d'utiliser les AI dans les navigateurs. Dans ce cas-ci, il y a eu une vulnérabilité, en quelque sorte, ou une exploitation basée sur BioShock, essentiellement nommé BioShock. Ça se base sur le fait que l'information qui est poussée au AI du navigateur fait croire qu'on vit dans un monde fictif. Donc, on est capable de faire du prompt injection en quelque sorte, ou en tout cas d'amener le navigateur à descendre sa garde et d'exécuter des actions. On est encore en très, très faible maturité de ce côté-là, donc c'est encore très dangereux d'avoir des choses ou des modèles ou des agents qui sont capables d'une certaine autonomie, puisque ceux-ci ne sont pas capables encore de repérer les mensonges dans lesquels on vit. Donc, c'est essentiellement une mise en garde très importante. Cette défi pour les agents multidomaines, essentiellement, puis ça, c'est une réflexion très intéressante, puis un papier de recherche très intéressant sur dans nomme 7 problèmes. Et le contexte de la recherche, c'est des agents qui sont interorganisations et qui collaborent ensemble. Et là, c'est toute la frontière de dépassement d'informations, le surpartage d'informations entre les organisations ou le déclenchement d'actions dans une organisation tiers qui pourrait être nocive. On peut le voir aussi sur tout l'angle du supply chain, qui est naturellement un certain problème à cet égard-là. Donc, de voir comment on met des agents dans un contexte, c'est très intéressant. Et il y a des solutions qui sont portées par le papier si vous êtes intéressé par cet axe-là. Le chiffrement d'informations ou la protection de la privacy par du secure compute essentiellement
bien placé aussi une réflexion. Puis le papier il mentionne dans le papier des rechercheurs qu'on n'allait pas assez loin avec cette facette-là. Donc, dans ce cas-ci, tu allé chercher un peu plus loin, il va savoir, et il te propose des solutions pour justement qu'on ait du secure compute pour du AI de bout en bout, toi, sur la confidentialité de l'information. Fait que c'est très intéressant d'avoir des recherches de ce côté-là pour aller plus loin. Autre élément, un framework open source qui a été développé qui est nommé AI InfraGuard, qui est essentiellement des méthodes d'attaque de stack complet pour aider à avoir une taxonomie plus stable au niveau de l'attaque, du red teaming sur du AI. Le volet fédératif de l'apprentissage est en cours d'évolution et pourrait être utilisé pour alimenter les IDS. Dans ce cas-ci, c'est un papier de recherche très intéressant puisque dans un contexte où on a beaucoup de zones réparties à laquelle les informations ne peuvent pas être centralisées pour différentes raisons, soit techniques, soit réglementaires, et que ces modèles d'apprentissage-là distincts puissent être ramenés ensemble et ramener une efficacité supérieure à tous les systèmes d'IDS en ayant plusieurs sources d'apprentissage. C'est très intéressant comme approche. Et on commence à avoir de plus en plus de retombées positives pour la cybersécurité, pour nous aider à avancer. Dans ce cas-ci, ce n'est plus des mythes, mais le passage de recherche au réel est probablement un défi supplémentaire, donc de voir où on va aller avec ce genre de choses-là. Autre nouvelle, les attaquants savent qu'on a un problème d'identité avec les agents AI. Ces problèmes d'identité-là fait juste d'identité au sens de privilège d'accès. Donc, ils sont capables de forcer les accès des différents agents et donc de protéger adéquatement ceux-ci. Est un élément très important. J'en parle régulièrement, je ramène le sujet parce que je trouve que c'est important, puisqu'il n'y a pas de maturité encore très grande de ce côté-là au niveau de la gestion de l'identité et des accès de ce côté-là. Donc, d'aller explorer cette facette-là est très importante. Les workflows générés par du AI sont un désastre à en devenir. Essentiellement, c'est d'amener quelque chose de probabiliste à quelque chose qu'on devrait être plus déterministe, qui est un workflow. Donc, d'amener la compréhension des gens à comment faire un workflow indépendamment de l'outil qui est utilisé. Et encore, on donne des outils un peu trop puissants pour des gens qui n'ont peut-être pas la compréhension totale ou d'avoir des éléments d'encadrement qui viennent revalider plus tard pour s'assurer qu'on n'a pas de fuite d'informations, qu'on ne crée pas des vulnérabilités à l'organisation, qu'on ne crée pas des problèmes supplémentaires qui pourraient nous amener beaucoup plus loin de ce que c'est. Autre nouvelle, justement, la recherche de vulnérabilité par les modèles frontières. Il y a une étude qui a été démontrée à quel point en white box ou en black box, les recherches sont... En tout cas, là, en dehors des textes marketing, on retrouve peu de données empiriques qui démontrent l'efficacité réelle des modèles à chercher ou à trouver des vulnérabilités plutôt. C'est très intéressant de voir cette recherche-là dans ce sens-là, justement, pour avoir des données empiriques qui permettent justement d'évaluer les effets réels. C'est une des premières phases. C'est peut-être insuffisant comme recherche pour le moment, mais de voir à quel point il y a des limites et que ces limites-là ne peuvent pas nous amener jusqu'à la pleine autonomie. Mais en même temps, qu'on peut voir dans certains CTF, ça va très vite, ou dans quelle mesure les attaques sont très rapides. Mais en même temps, la façon que les agents attaquent, c'est un peu nono, disons, c'est très linéaire comme type d'attaque. Et ça ne demande pas comme les leap of faith, là, les leaps de... Pas leap of faith, mais les sauts qu'un humain peut faire. En tout cas, bref, de ce côté-là. Mais ça demeure quand même un outil très intéressant puisque en white box, ça arrivait à peu près à 50%. En black box, à peu près à 12% de découvertes intéressantes pour ce qui est de recherche de vulnérabilité. Bref, continuons aussi. Celle-là est particulièrement comique. Des chercheurs ont fait un test sur un dépôt GitHub dit propre où il y a des commandes qui sont inscrites dans celui-ci. Et le test de test, ça c'est synthétique. En tout cas, ce qui relatait à l'article, c'est synthétique. Quand on fait un clone du repo, on dit exécute-le, il y a une erreur qui est normale. Et dans l'exécution de l'erreur, il y a une demande, puis le AI l'exécute de façon un peu aveugle, une résolution DNS. Selon les scans classiques, on ne verra pas l'attaque réellement. Mais quand on voit qu'est-ce que fait la résolution DNS, ben, essentiellement, elle vient chercher un payload qui est ensuite exécuté localement sur la machine. Donc, toute cette imbrication-là de masquage permet de rendre ça beaucoup plus difficile pour les gens qui détectent
les attaques versus les attaques qui s'exécutent réelles. Ça, c'est encore un cas théorique parce que c'est de la recherche, mais ça pourrait basculer dans le monde réel plutôt que tard, parce qu'à l'heure actuelle, la vitesse entre les deux univers, sur le passage d'un à l'autre, c'est largement rétréci par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire à une autre époque. Finalement, dans la nouvelle, cette section-là, semblerait qu'une première attaque entièrement automatisée par le AI et qu'un humain n'aurait pas supervisé l'attaque en question. L'article n'est pas très clair, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé des sources corroboratives encore, mais c'est intéressant de voir que ça approche, puisque j'ai déjà vu d'autres stratégies comme ça, pas de façon directe, mais de façon du moins indirecte, à quel point ça ressemblait beaucoup du AI, ce qui était acté dans le séquencement des attaques. Donc, bref, peut-être que le AI ressemble à un junior qui essaie d'attaquer ou vice-versa, mais bref, on commence à avoir ce changement de paradigme-là également là aussi. Section suivante, la guerre. 3 nouvelles. La première, puis celle que je reviens souvent d'ailleurs sur cette facette-là, sur le fait que la guerre vient flouter la ligne entre le monde civil et le monde militaire ou corporatif. En l'occurrence, les autres, tu parles plus de sécurité nationale et de monde corporatif. La réalité, le problème, il est double, puis l'article est intéressant en ce sens-là, puisque les militaires utilisent de plus en plus d'infrastructures civiles, donc ça amène l'intérêt des attaquants ou des pays ennemis de vouloir attaquer ces infrastructures-là qui sont du dual use, malheureusement, autant pour les militaires que pour les civils. Donc, dès lors, on vient attirer les pays ennemis attaquer des cibles qui servent également aux civils, contrairement à avant où les deux étaient entièrement séparés, où l'univers civil et l'univers militaire étaient distincts. Donc, d'attaquer une cible militaire était peu ou sans conséquence sur le monde civil, en l'occurrence. Donc, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect que je reviens et que je répète souvent, c'est que le scrupule des pays ennemis, notamment pour le fait que Trump a lui-même peu de scrupules sur la façon d'attaquer, vient donner un feu vert sur l'attaque d'infrastructures plus civiles qui sont floues et mal protégées par les traités internationaux. Donc, on est dans un contexte changeant de ce côté-là, fait qu'on va voir évoluer, fait que les entreprises devront aussi considérer que les liens de communication peuvent être attaqués, que certaines infrastructures qui sont partagées avec les militaires vont potentiellement être touchées ou peuvent être touchées. Donc, dans un contexte de continuité des affaires, il va falloir être très vigilant de ce côté-là et s'assurer qu'on est à la bonne place comme entreprise pour survivre. Autre nouvelle, depuis la 4e année d'invasion en Ukraine, la Russie a commencé à refocuser ses stratégies de désinformation vers les États-Unis et vers l'Europe. Donc, on est en train de voir ce retour qui était habituel, mais avec des façons qui ont évolué depuis les 4 dernières années. Donc, on va avoir des opérations d'influence qui sont exécutées pour arriver pour déstabiliser. Le fait aussi que Trump est là vient un acteur de déstabilisation aussi. Donc, tout ça est utilisé. Donc, les Russes reviennent sur leur stratégie plus conventionnelle, puisque c'est peut-être pour eux une stratégie à terme qui va les aider à gagner la guerre en Ukraine. On verra ce que ça va donner avec le temps, mais bon, bref, il faut être plus vigilant par rapport à ça. Dans la nouvelle de cette action-là, un hacker iranien a été arrêté. On voit à quel point l'Iran se poussait davantage dans le vol de propriété intellectuelle et d'espionnage économique. Donc, on a aussi un rebalancement différent de ce côté-là qui vient changer un peu la donne sur le paysage dans lequel on est. Puis ça revient sur le fait que les différentes guerres ou les différents éléments ont des effets collatéraux qui vont avoir des conséquences dans l'univers civil dans lequel on devra se préparer, on devra faire attention. Et l'univers cyber n'est pas très protégé par rapport à ce genre de choses. La section suivante sur la souveraineté numérique, 3 nouvelles également. L'Europe est en train de préparer des éléments d'identité numérique. C'est un cadeau pour Google et Apple. C'est un élément étrange, puis je le mets en souveraineté numérique en l'occurrence, puisque d'un côté, une énorme volonté de souveraineté numérique, mais de l'autre côté, on appuie très fortement sur des écosystèmes comme Google et Apple
pour faire vivre l'identité numérique en Europe. Donc, c'est un peu étrange comme concept. Euh, En l'occurrence, l'article se préoccupe plus de Google probablement parce qu'il y a une attache très forte avec le Google Play. Mais bref, il y a quand même un aspect important et troublant là-dedans de voir comment c'est fait. En même temps, c'est peut-être une réalisation qu'on ne peut pas sortir de ces écosystèmes-là. On est pris à l'intérieur de ceux-ci. Et c'est un duopole dans lequel on doit malheureusement faire avec. Nouvelle suivante sur le fait que la souveraineté numérique devrait être considérée comme un attribut logiciel, ce qui est très intéressant comme approche, puis c'est un papier de recherche en l'occurrence. Justement, cette analyse-là de qualification, parce qu'il semblerait que c'est pas suffisant. Selon le chercheur, c'est pas suffisamment qualifié. Et donc, de donner des attributs logiciels qui sont associés à la souveraineté, donc permettrait de déterminer à quel point le logiciel en question a là des attributs souverains. Peut-être que en tout cas, bref, j'ai lu rapidement ce papier-là parce que, bon, j'avais pas nécessairement le temps pour le faire, mais je suis un peu perplexe sur le fait qu'il y a beaucoup de recherches en Europe qui est faite puis qui est beaucoup mieux qualifiée. Mais bon, bref, lui, il qualifie sur le niveau architecture logicielle. Le dernier point de cette section-là, c'est l'espionnage du Parlement européen par essentiellement l'usage de Pegasus pour l'espionnage. Et ça ramène le fait que tous ces environnements-là ne sont plus suffisamment protégés comme on pourrait s'attendre de ça. Je parlais justement que le fait que la Russie a commencé à se réintéresser à l'Europe et aux États-Unis comme tactique d'influence, ça en fait partie l'espionnage et tout ce que ça va avec. Donc, le niveau de protection, je crois, n'est pas à un niveau qu'on pourrait s'attendre sur ce degré de choses-là. Donc, le Parlement européen, mais c'est partout à travers le monde. J'imagine que le Congrès américain est aussi vulnérable. Le Parlement canadien doit l'être aussi, et ainsi de suite. Donc, de se placer dans des positions où il y a des pays adverses réellement qui veulent vraiment s'en prendre à nous, donc d'agir avec conséquence et avec fermeté. Puis j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de profondeur sur ce type de choses-là. Mais bref, nouvelle suivante, privacy. Ça semble un sous-ensemble sur tout ce qui est la vérification de l'âge, la surveillance des jeunes, le blocage ce que les enfants peuvent faire sur Internet et ainsi de suite. Il commence à avoir de plus en plus de préoccupations par rapport à ça, au sens où ce qui se passe en Australie ne démontre pas une réussite et plus on est souple sur les mesures de vérification, moins c'est efficace. Les effets sont peut-être pas atteints, même si l'objectif est légitime, c'est-à-dire d'empêcher les enfants d'être exposés à des réseaux sociaux en trop bas âge, justement pour aider leur développement correct, leur développement cognitif pour de bons adultes. Là, la vérification de l'âge aussi, c'est tout l'autre aspect du fait qu'on doit énormément donner d'informations. Donc, on est tous dans un contexte qui nous fait poser des questions. Il faut juste s'assurer d'y arriver. Puis c'est un des points que Google a rendu libre sont Zero Knowledge Proof. Donc, c'est un peu une solution. Il y a un autre article aussi qui en fait référence d'arriver dans un contexte où j'ai pas besoin de m'identifier de façon ultime, c'est-à-dire de lier mon identité numérique à mon identité réelle, mais juste de prouver que j'ai effectivement les requis, c'est-à-dire j'ai l'âge ou j'ai les permissions pour faire l'action qui est voulue à ce moment-là, sans aller jusqu'à m'identifier. Donc, ça va éviter de faire de relier et d'augmenter, de favoriser la surveillance en ligne, donc d'arriver dans un contexte hybride. Ça pourrait être intéressant, donc c'est un domaine à explorer. Autre sous-action, où il y a eu plusieurs éléments, notamment aux États-Unis, qui fait que la Cour suprême a rendu compte que le geofencing ou les règles pour obtenir des informations sur géolocalisées, dans ce cas-ci, à savoir toutes les personnes qui étaient dans un endroit est considéré comme étant protégé par la Constitution américaine. Donc, à ce moment-ci, c'est considéré comme une perquisition, donc doit suivre les mêmes chemins standards que ça va. Donc, c'est très intéressant de voir que cette facette-là, elle est maintenant considérée plus que ça l'était. Donc, on a un petit changement de paradigme de ce côté-là qui est intéressant. Et ça va avoir un effet au niveau canadien où le C22 s'appuie sur la rétention et sur toute cette facette-là. Et dans quel cas, la Cour suprême américaine viendrait comme renverser la présomption que c'était autorisé de facto et sans problème. Donc là, c'est un peu différent. Et finalement, il y a une agence américaine qui abandonne de l'achat de données de localisation sans avoir de mandat de perquisition associé. Donc, on change un peu le paradigme, même si c'est encore très massif aux États-Unis, il y a quand même un peu de recul par rapport à ça, ce qui est une bonne chose en soi.
pour la protection de la vie privée et tous les effets que ça a à côté, parce qu'on parle de vie privée, mais le fait de l'abandonner a des conséquences très importantes sur les libertés individuelles dans notre société, et notamment le droit d'expression ou la liberté d'expression qu'on dispose dans la plupart des pays d'Occident et dans lesquels on peut s'exprimer sans avoir peur d'aller nécessairement en prison dans la mesure où on n'a pas de propos haineux ou ainsi de suite, mais qu'on a le droit de débattre librement. Donc, c'est très important de protéger, qu'on ne soit pas fiché un peu comme ça. Bref, fin de cette section-là. Ensuite, là, Apple, son service de masquage d'adresse courriel semblerait avoir une vulnérabilité très importante qui, même si on utilise une adresse qui est masquée sur leur système, on est capable de remonter à l'adresse d'origine, donc ça détruit un peu l'objectif du système. L'article ne mentionne pas quel est le problème, justement, pour ne pas donner les tuyaux pour trouver ça. Mais bref, c'est un peu inquiétant de voir ça. X pose des problèmes sur la vie privée des Américains, essentiellement parce que ils vont s'entraîner sur les données qui sont là, donc à ce moment-là, il va y avoir certaines facettes. Et donc, Elon Musk n'est pas nécessairement le plus respectueux de la vie privée des gens dans la mesure où ça l'aide à son enrichissement. Donc, je vais faire très attention. Et rendu à ce stade-ci, si vous êtes encore sur X, ce serait peut-être le temps de migrer vers une plateforme comme Blue Sky ou Mastodon, justement, pour aller des plateformes qui sont un peu plus respectueuses de la vie privée. Et de ce que j'ai vu, puis je ne sais pas si ça tombe où dans les nouvelles, mais il y a un Blue Sky européen qui est en train d'être construit, donc il va y avoir un volet fédéré européen sous règles européennes. Ce qui peut être une très bonne chose pour ceux qui veulent être sur cette plateforme-là. Perso, je l'aime moins, je préfère Mastodon, mais bon, après ça, ça devient des préférences personnelles. Google veut scanner la main pour prouver que vous êtes humain dans le concept que le CAPTCHA est de moins en moins efficace pour limiter les machines. Le AI est incapable de résoudre de plus en plus facilement les défis de ce côté-là. La biométrie de la main permet justement de prouver qu'on est humain. Par ailleurs, ça avait quand même un effet très important sur la vie privée puisque ça devient des informations biométriques et on doit faire confiance à Google qu'ils vont les effacer comme c'est mentionné après un court délai. Bref, la vidéo n'est pas conservée. Donc, ça va être un peu intéressant de voir l'évolution de tout ça, mais il y a un danger réel que les données biométriques conservent. Dernier élément de cette section-là, qui est un URL essentiellement, qui est un site qui permet de voir toutes les informations que votre navigateur web divulgue au site que vous consultez. C'est quand même assez impressionnant. C'est un peu comme ce que j'avais mentionné il y a quelques semaines sur une application sur iPhone qui permet de voir toutes les informations qui sont visibles à toutes les applications sur l'iPhone. Donc, c'est quand même assez impressionnant que tout ça soit renvoyé et à quel point c'est facile de nous identifier de façon unique puisque ces informations-là sont généralement assez uniques à bien des égards. Donc, on se retrouve à être très, très facilement fichable en l'occurrence. Et si on n'a pas de règles d'encadrement plus sévères, on va continuer à être fiché facilement. Et c'est pas sans rappeler le podcast que j'ai enregistré avec Maxine et Colin sur ces milieux-là d'échange d'informations de publicité et sur essentiellement la présentation au Nortec. Bref, fin de cette section-là, section sur la loi. La première, c'est le chat control qui est de retour sur deux facettes. L'inquiétude, c'est qu'il y a beaucoup de négociations non publiques qui est faite sur une loi qui est quand même assez invasive sur la vie privée. Donc, c'est un peu inquiétant. Et certaines stratèges ont trouvé une façon de remettre la version 1 de Chat Control, étant donné que Chat Control 2 n'a pas réussi à le remettre ou à réactiver ça. Au stade où j'enregistre, je ne sais pas ce qui s'est passé, la réactivation, mais bref, la réactivation, elle est proposée de Chat Control qui est quand même assez invasive, qui est plus optionnelle, contrairement à Chat Control 2 qui était plus obligatoire sur le fait de scanner. Mais bon, bref, ça l'amène des considérations très importantes. Dernière nouvelle, cette grande section-là, essentiellement, Google a perdu une bataille juridique en Europe sur un volet antitrust, essentiellement sur le fait que l'écosystème Android était très contrôlé, donc anticompétitif. C'est 4,7 milliards d'euros dans lequel Google est pénalisé. Je ne sais pas où ça va aller, s'il y a des poursuites à ça, s'il y a des suites à cette loi-là et ce verdict-là. Et à savoir s'il va se passer d'autres choses après, mais essentiellement, c'est intéressant de voir que les pratiques anti-compétitives qu'on a vues aux États-Unis pendant longtemps avec Microsoft notamment, qu'on revoit ça en Europe et que les États-Unis, en l'occurrence, dorment un peu au gaz sur cette facette-là. Mais bon, bref, la philosophie américaine, elle a changé depuis les dernières années, beaucoup moins dans la protection du
des, euh, des consommateurs là, que par rapport à ce que ça a déjà été. Bref, la section rouge, une nouvelle, essentiellement, c'est, puis j'ai trouvé très drôle celle-là, est-ce que c'est possible de voler les chèques ou détourner des chèques qui sont envoyés par courrier conventionnel? La réponse, c'est oui. C'est encore très possible de le faire. Il y a des gangs spécialisés qui font ça à l'heure actuelle et qui sont capables de réussir à prendre, un peu comme dans le film Catch Me If You Can. Si vous voulez voir comment on détourne des chèques, lui avait des belles stratégies. Ben, ces stratégies sont encore partiellement valides. On est capable de voler des chèques. Il y a même des gangs organisés qui vont aller chercher les enveloppes dans les boîtes à mal et ainsi de suite. Donc, bref, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour envoyer de l'argent en l'occurrence. Section bleue. Euh, le iPhone va avertir, je pense que c'est en version 27, semblerait les rumeurs disent, qu'on est en train d'être victime d'un scam. C'est une vérification qui est faite en temps réel sur l'appareil et pas envoyée ailleurs. Donc, on suppose que les appareils ont une capacité de AI suffisante et qu'ils vont détecter s'il y a des manœuvres de scam qui sont en cours d'opération sur la personne, donc nous avertir en conséquence. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de détecter facilement. Donc, d'avoir un support technique qui nous fait, dans la mesure où rien n'est envoyé vers Apple, selon ce qui est mentionné dans l'article, il n'y a rien qui est supposé. Mais bon, bref, ça peut devenir très intéressant de voir comment tout ça va se matérialiser dans les faits. L'autre article, c'est comment faire pour accueillir toute la vague de correctifs qu'on va devoir faire à cause des AI. Essentiellement, c'est qu'il faut une rénovation importante de notre processus qui était un peu, ou en général, assez artisanal dans sa sélection de ce qu'on fait, comment on le déploie, tout ça, et de s'assurer la mécanisation de celui-ci. Et aussi utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à qualifier les différents niveaux de patch qu'on doit faire, donc de se préparer par rapport à ça. C'est aussi un petit peu une publicité, là, par ailleurs. Là. En l'occurrence, la compagnie vend ses produits, mais bon, il y a quand même un degré de réflexion intéressante. Dernière section d'hiver, sur quoi je n'ai pas placé, est-ce que les ordinateurs quantiques sont dangereux? Dans les dernières semaines, je n'ai parlé un peu dans les nouvelles sur le fait que, bon, le chiffrement quantique, les dates changent, comment tout ça se déplace. Selon l'article, c'est intéressant parce que ça conteste, parce que de toute apparence, les énoncés de certaines compagnies ne sont pas alignés avec ce que la communauté scientifique croit. Par ailleurs, en 2029, suppose qu'on aura un premier ordinateur quantique avec ce qu'il appelle utilisable, où on est capable d'arriver assez loin et d'arriver à faire quelque chose. Ça revient à ce que j'ai déjà mentionné, qui est basé sur un article. En 2029, quand ça va arriver, les ordinateurs quantiques vont être encore très coûteux. Ça ne sera pas accessible par beaucoup de monde. Donc, pour la plupart des gens, il n'y a pas de conséquences très graves. Donc, ils ne viendront pas casser vos communications sur signal. Par ailleurs, pour les États, ça devient beaucoup plus important de migrer puisque le contenu des communications dites sensibles sont beaucoup plus intéressantes. Donc, vont attirer les attaquants ou tous ceux qui écoutent et qui ramassent et de décasser ça a posteriori, donc d'être capable de renverser. Mais ça ramène aussi le problème que les militaires ou les États utilisent de plus en plus des infrastructures civiles pour faire ça. Donc, on revient sur la nouvelle que le contact entre les deux va être un certain problème dans le réel. Bref, ça fait le tour des nouvelles. En tout cas, bref, je rattrape mon retard. Va suivre aussi les 4 épisodes de cette semaine qui vont sortir à ceux de celui-ci. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de votre patience si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Je suis allé assez vite, essayer de condenser le maximum d'informations que je pouvais pour avancer, sortir notamment cet épisode-là, pour sortir les 3 autres épisodes de cette semaine et terminer le rattrapage de mon retard. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et cette fois-ci, ça sera vraiment, pas la semaine prochaine, mais ça va être vraiment le moment où on va arriver dans le bon timing.